Voilà, merci d'embarquer dans ce bateau de Face à l'actualité pour décrypter les consultations qui se déroulent à partir du Palais de la Nation, une initiative du président de la République, Félix Tshisekedi, qui poursuit son désemparé, ses contacts directs avec les acteurs politiques et sociaux depuis le lundi 2 novembre dernier. À ce jour, peut-on dire, le camp de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est présenté par certains acteurs politiques comme l'incarnation de tout le malheur qui s'abat sur le pays. Alors, consulter pour une majorité populaire par le chef de l'État est une démarche inévitable. Est-ce que la démarche de Félix Tshisekedi respecte le cadre institutionnel issu des élections de 2018? Nous en parlons dans cette émission avec deux invités sur ce plateau. À ma droite, Jean-Pierre Bellessi, il est cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Jean-Pierre Bellessi, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci pour votre invitation. Et à ses côtés, Maître Patrick Tambouengoi, il est coordonnateur de la CIMOCE, la Synergie de Mission d'Observation Citoyenne des Élections. Oui, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Lionel. Voilà. Et à ma gauche, Maître Nico Maingele, communicant ou communicateur de la MOUCA. L'un des porte-parole du coordonnateur en fonction, initiateur du Congo normal, parti en voie à la guerre. Merci beaucoup. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à ses côtés, Jean-Claude Moinawa, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Tshisekedi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir rappelé. Alors, nous ouvrons le débat. Pour ceux qui nous suivent à partir de la maison, il y a un numéro qui sera affiché au bas de votre poste téléviseur pour réagir, appeler, faire des SMS, pour poser des questions également aux acteurs politiques qui sont ici ensemble sur ce plateau pour décrypter cette actualité. Où va-t-on avec ces consultations? Pourquoi les Francs communs pour le Congo ne veulent-ils pas participer à cette initiative de son partenaire Félix Tshisekedi? Nous sommes là sur ce plateau avec les acteurs politiques. Jean-Pierre Bellessi, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Est-ce que les consultations amorcées par le chef de l'État respectent le cadre institutionnel issu des élections de 2018? Monsieur le journaliste, je vous dis merci pour votre question. Je pense que, avant même que je puisse vous répondre à votre question, je voudrais vous préciser que je suis non seulement cadre du PPRD, mais également je suis communicateur du PPRD. Alors, par rapport à votre question, lorsque vous parlez des consultations, la première question que je me pose moi-même, c'est de savoir quelle est l'opportunité justement de ces consultations. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, que les élections, d'une manière philosophique, sont une forme de consultation. Parce que la charpente institutionnelle que nous avons aujourd'hui, elle est la résultante des élections de 2012. D'ailleurs, vous l'avez évoqué ici. Lesquelles élections, justement, avaient donné, je vous voulais bien, la majorité présidentielle au président Félix Tshisekedi. Mais aussi, cette même population avait donné, en fait, la majorité parlementaire au FCC. Et sous d'autres cieux, dans ces contextes-là, on parlerait de la cohabitation. Vous voyez? Et vous savez très bien que même dans les pays à grande démocratie, même dans les pays à vieille démocratie, mettre en place la cohabitation nécessite justement une maturité des acteurs politiques. Vous voyez? Et surtout que notre démocratie elle est encore jeune. C'est pourquoi l'option avait été levée de mettre en place la coalition. Et parce que en fait, en analysant justement les comportements de nos acteurs politiques, on risquerait, je dis bien, on risquerait d'assister à des crises institutionnelles et c'est d'une manière permanente. C'est pourquoi les deux personnalités avaient décidé de mettre en place la coalition. Et moi, il y a un élément qui me vient à l'esprit, mon ami, c'est que aujourd'hui on parle du blocage, parce que c'est ça la deuxième question que je me pose. Est-ce que les chapitres ne le savent pas? Parce que en fait, avant même que nous puissions mettre en place cette coalition, soit ce gouvernement de coalition, nous avons aussi à travailler sur le programme commun de gouvernance. Parce qu'on ne peut pas venir, on ne peut pas se mettre ensemble tant que vous n'avez pas une vision commune. Et nous allons travailler en amont, n'est-ce pas?
pour que, en tout cas, nous puissions collaborer pour gérer les pays ensemble. Mais le comble, c'est que... Mais ces programmes communs qui souffrent d'application. Mais c'est là où j'ai constaté l'ambiguïté langage du président de la République. Parce qu'il pouvait nous dire clairement là où se trouve le problème. Là où se trouve le blocage. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un blocage alors que nous travaillons sur un programme que nous avons tous donc décidé. Parce que l'article 91 de la Constitution dit clairement ceci, que la politique de la nation, elle est définie en concertation avec le gouvernement de la République. Donc la politique qui est actuellement, n'est-ce pas, c'est l'œuvre du président Félix Tshisekedi et le gouvernement. Mais je me pose la question, où se trouve le blocage? Parce que mon ami, aujourd'hui les gens évoquent des questions aussi d'une manière ramassée, ou soit les gens évoquent des hypothèses aussi graves, lorsque par exemple on parle de la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que mon ami, vous savez que le législateur congolais a mis des mécanismes pour permettre à ce qu'il n'y ait pas une crise institutionnelle. C'est pourquoi il a limité les pouvoirs et la compétence de chacune des institutions. Donc aucune institution ne peut empiéter sur une autre institution. Vous voyez? Alors moi je me dis, est-ce que dans la Constitution congolaise, y a-t-il une disposition qui prévoit qu'il peut y avoir une crise entre le président de la République et l'institution Parlement, par exemple? Ça n'existait pas. Moi, je suis un juriste. Je veux bien parcourir la Constitution. Est-ce qu'il y a-t-il une disposition dans la Constitution qui prévoit qu'il peut y avoir une crise, ou soit un blocage entre l'institution présidente de la République et le Premier ministre sur le gouvernement? Ça n'existait pas. La crise dont on parle de la Constitution, c'est entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Vous voyez? Mais aussi, même s'il y a cette crise-là, il faut que les conditions soient réunies pour qu'on en arrive à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et il y a des critères, il y a des conditionnalités pour qu'on arrive à ce contexte-là. Mais moi, je me pose la question, où se trouve le blocage? Nous disons par contre, dans la FCC, que ces blocages dont on parle aujourd'hui, c'est voulu. Cette crise dont on parle aujourd'hui, elle est délibérée et entretenue. C'est ça le vrai problème. Parce que je ne vois pas là où le président est bloqué. Mais lorsque mon cher ami, Jean-Pierre Bénédicte, lorsque vous dites que cette crise est de manière délibérée, vous confirmez, vous insinuez qu'il existe un blocage quelque part. C'est pourquoi je vous ai dit ici tantôt que ce blocage, il est voulu, il est délibéré, il est entretenu. Parce que je ne vois pas là où se trouve le problème. Le président de la République pouvait nous dire que je constate, par exemple, qu'il y a le problème à tel niveau de blocage. Mais lorsque ces nombreuses ordonnances sont contestées par certains, le président de la Chambre basse du Parlement et on n'a pas contesté. Là, vous attaquez aux conséquences, mon ami. Le président nous amène dans une diversion, mon ami. Parce que nous, dans le FCC, nous parlions autre chose. Nous parlons justement de la violation de la Constitution. Parce que nous avons constaté justement que le président a violé d'une manière aussi intentionnelle et d'une manière aussi répétée la Constitution. Lisez l'article 81 de la Constitution. Par exemple, c'est un cas que je vous donne concret. Rapidement pour accorder la parole à Maître Patrick Tamboy. Oui. L'on dit que les ordonnances, n'est-ce pas, du président de la République, nommées dans les forces armées de la République, doivent faire l'objet, n'est-ce pas, d'un débat, n'est-ce pas, et d'une délibération au Conseil des ministres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais ces ordonnances-là, nommées dans les forces armées, n'ont pas fait l'objet, n'est-ce pas, d'un débat ou d'une délibération au Conseil des ministres. Voici des cas. Le deuxième cas, je termine par là, mon ami. On parle justement de l'article 158 de la Constitution. Là où on nous montre justement comment est-ce que les juges constitutionnels sont renouvelés. On nous montre la procédure. Et vous savez qu'en droit, la procédure, elle est sacrée. Lorsque la procédure, elle est vicieuse, tout le reste tombe caduc. Donc ce sont là des cas concrets que nous parlons. Nous ne parlons pas d'une manière aussi hasardeuse. Non, nous évoquons des choses qui sont prévues dans la Constitution. Alors moi je me demande que pourquoi est-ce qu'on veut bloquer les choses? Pour rien, mon ami. Pour rien. Nous ne comprenons pas là où il y a les blocages. Ce point nous disons, les consultations, moi, je ne sais pas, elles consistent réellement... Vous ne trouvez aucune opportunité. Je ne vois aucune opportunité. De participer. Je dis, si je savais, ou si nous savions la finalité ou l'opportunité de ces consultations, nous pouvons y participer. Mais tant étant entendu qu'on n'a pas eu un objectif bien précis, n'est-ce pas, de ces consultations, nous ne voyons pas comment est-ce que nous pouvons participer. Merci beaucoup Jean-Pierre Bénédicte, Maître Patrick Tamboy Ngoï.
coordonnateur de la CIMOCEL. Est-ce que ces discussions respectent le cadre institutionnel? Je vous remercie déjà pour la parole. Personnellement, j'ai été reçu lundi en consultation. J'ai eu une invitation dans le cadre de la société civile. Nous travaillons dans la thématique électorale. Et c'était pour nous l'occasion de découvrir les raisons qui ont poussé le chef de l'État à convoquer ces consultations présidentielles. Déjà, lors de son adresse à la Nation le 23 octobre 2020, il avait évoqué un certain nombre de sujets ou d'aspects qui constituaient son inquiétude ou ses inquiétudes et qui nécessitaient un large, je veux dire des larges discussions qui ne pouvaient pas, pour aboutir peut-être à un consensus, pour ne pas que ce soit le fait d'un seul groupe d'individus, parce qu'au bout de 2 années, cela n'a pas produit les résultats escomptés. Donc nous sommes allés et il nous a fait part de ses inquiétudes, notamment sur la question de la CENI, qui est un sujet à controverse. Nous savons dans quelles conditions la famille politique FCC a fait un passage en force pour l'entérinement de M. Ronsard Malonda, pendant que les structures de la société civile, dont notamment la nôtre, qui travaillent dans la thématique électorale, avons estimé que les questions de réformes électorales étaient importantes et nécessaires avant toute désignation. Rien qu'un exemple. Il y a la question du processus électoral en lui-même, qui comporte des éléments préalables, toujours dans les réformes. Et nous avons tous assisté au comportement de cette majorité parlementaire, son désintéressement à la question électorale. Parce qu'il y a notamment l'honorable Tundula qui a déposé une proposition de loi depuis plusieurs mois. Il y a d'autres compatriotes aussi qui ont émis le vœu, notamment que cette Assemblée puisse s'apaisantir sur le rapport de la CENI, puisse auditer, puisse examiner toutes ces questions, mais où on peut voir la manière dont la question est prise, oui ou non, avec beaucoup d'intérêt à l'Assemblée nationale. Mais la session semble être budgétaire? Oui, mais ça n'empêchait que cette question-là soit vue l'importance de la question. Parce que si oui, nous savons que nous nous approchons très vite de l'année électorale qui sera l'année 2023, il y a lieu de trouver un moment aussi beaucoup plus vite pour inscrire cette question. Elle a certes été inscrite, mais nous ne savons pas quand elle sera examinée. Et hier, certains de nos collègues de la société civile ont été reçus au Sénat. Et la restitution qu'ils nous ont fait de cette rencontre est que, bon, le président du Sénat estime que ce sera lors de la session de mars. Si la question des réformes doit être traitée en mars, c'est-à-dire après combien de mois, quel retard nous encaissons déjà. On lui a même proposé une session extraordinaire, si ça ne pouvait pas être au cours d'une session extraordinaire en janvier. Il estime que les caisses de l'État sont vides et que cela, donc, ça ne fait pas partie de l'ordre des questions prioritaires pour leur famille politique. Et nous estimons, plus d'un Congolais pense que la coalition, bien que dans le souci d'apporter une paix durable, n'a pas apporté réellement la paix attendue, n'a pas apporté les solutions attendues au peuple congolais, mais a plutôt engendré plusieurs crises. Et certains estiment que c'était inévitable parce que c'était une Plusieurs crises provoquées par qui? Parce que selon Lisanga Bonganga, les responsabilités sont partagées. Cette crise est provoquée en même temps par Félix Tshisekedi et provoquée par Joseph Kabila. Oui, moi je ne prendrai pas parti pour l'un ou pour l'autre. Oui. Étant donné que je suis de la société civile déjà, je parle des faits vérifiables. Je vous ai dit, nous en tant que société civile, on a produit des rapports qui nécessitent des réformes électorales. Nous évaluons, nous analysons le comportement des acteurs qui pouvaient démontrer leur intéressement à la question des réformes. Il n'y a pas eu cet intéressement. Quel est ce camp politique qui manifeste ce désintéressement? Monsieur vous a expliqué qui est majoritaire au Parlement. Lorsque vous introduisez, vous déposez quelque chose au Parlement et que le Parlement, dans sa majorité, ne trouve pas l'intérêt de lever l'option d'examiner ces questions-là, que voulez-vous?
Que voulez-vous? Et le passage en force, qu'est-ce qui explique le passage en force de Ronsard Malonda? Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme réaction. On sait tous comment ça s'est passé, et puis bon, voilà. Et notamment sur cette question-là, nous parlons de la dépolitisation de la CENI. Parce que ce qui engendre toutes les crises post-électorales, c'est entre autres le fait que le bureau de la CENI, par rapport à la loi actuelle, subit une forte politisation. Là, il faudra en même temps revoir la loi. Mais justement, nous demandons des réformes électorales préalables du cadre juridique. Ça résolverait vraiment essentiellement en amont des crises. Mais ces discussions ne doivent pas se faire dans le cadre institutionnel comme réclame le Front commun pour le Congo. Sinon, à quoi ont servi ces élections de 2018? Je ne sais pas si on ne veut pas respecter ces cadres institutionnels. Écoutez, la société civile, dans sa large partie, a produit un référentiel commun de la société civile sur les questions des réformes électorales en septembre. Bien avant ceci, ce document a été déposé à tous les responsables institutionnels, dont le président de la République. Et nous avons profité de l'occasion des consultations, puisqu'une invitation nous a été adressée, d'aller échanger sur les référentiels. Nous n'avons pas été parler d'autre chose. Et le président de la République nous a fait savoir qu'il partage en gros ce que nous pensons à travers ce référentiel. Que la question de la dépolitisation de la CENI a toujours été sa vision. Et qu'il en a parlé à certains acteurs. Et que d'ailleurs, lorsque l'entérinement de Malonda se faisait, lui, il était avec son prédécesseur, discutant de la CENI. C'est avec beaucoup de surprise qu'il apprendra ce qui était en train de se passer à l'Assemblée nationale. Donc, ça fait, entre autres, partie des éléments de crise. Vous allez parler, vous allez retorquer après, lorsqu'il sera votre tour. Merci beaucoup, Maître Patrick Tamboué Ngoï. Alors, Jean-Claude Mouna, selon Jean-Pierre Bellessi, les FCC majoritaires au niveau du Parlement, à l'entendre ces discussions, ils ne trouvent aucune opportunité parce que ces discussions ne respectent pas le cadre constitutionnel. Institutionnel. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, je pense que mon ami de FCC, il devrait être vraiment sincère. Il devrait être sincère parce qu'il est devant la caméra où les Congolais et les Congolaises nous attendent pour donner quand même certaines informations, certaines orientations, parce que c'est nous qui communiquons avec la population à ce qui concerne la politique. Je comprends parce que FCC a hébergé beaucoup plus de politiciens et non des hommes d'État. Maintenant, nous voulons le Congo qui doivent marcher avec beaucoup plus des hommes d'État et non des politiciens. Parce que le discours politicien nous a mené aujourd'hui le Congo dans les offres du sous-sol. Pour moi, je pense que ce que le président de la République est en train de faire, parce que c'est un Congolais. Le tout premier des choses, c'est un Congolais. Quand il s'agit de Congo, il faut toujours s'attendre, il faut toujours parler. Pourquoi toujours chercher à chercher des intérêts mesquins, chercher à réduire le cadre des négociations, cadre de parler, d'échanger avec des Congolais, soit c'est à Kingakati, soit c'est au Parlement. Non, ce n'est pas les Kingakati, ce n'est pas le Parlement qui peuvent prendre des Congolais en otage. Quand il s'agit de parler, le président de la République parle avec tout le monde. Mon ami en face vient de nous dire... Jean-Claude Mouna, je vous comprends. Est-ce que cette démarche amorcée par le chef de l'État est une voie royale pour sortir de cette prétendue crise? C'est ce que Parce que, oui, les FCC, c'est un acteur aussi important, non négligeable. Le jour d'aujourd'hui, monsieur le journaliste, il ne faut pas parler les histoires d'FCC. Ça, je vous dis. Moi, je ne parlerai jamais d'FCC parce que ma position vis-à-vis d'FCC, dès lors, je vous ai déjà communiqué ici. Plusieurs fois. Vous êtes en coalition. Moi, je dis, donc c'est un parcours, ça c'est moi je suis en train de aussi vous dire. Longtemps que le chef de l'État ne s'est pas prononcé sur une éventuelle rupture, vous êtes alliés, vous êtes partenaires. Je ne suis pas porte-parole du chef de l'État. J'ai fait mes analyses politiques comme étant qu'artère, vous comprenez. Moi, cette histoire de la MOUCA et de FCC, je vous avais dit, depuis des années, depuis que nous avons commencé à collaborer, croisonner avec eux, c'était conséquence des parcours. Parce que nous sommes allés cohabiter avec les gens qui nous ont montré plusieurs faces. C'est la coalition, comportement de cohabitation,
On ne connaît pas ce que nos amis cherchaient envers le président de la République. Moi, je suis en train de vous expliquer le cadre par lequel le président de la République a choisi pour discuter des Congolais. Ce sont des cadres viables. Et je pense, moi-même, selon la volonté de la personne, du chef de l'État, il a la volonté que le Congo puisse décoller. Ce n'est pas les Congolais pris en otage. Parce que mon ami a parlé, il ne sait pas de quel... le président bloqué à quel niveau. Il parle de blocage, tout ça, à quel niveau. Mais vous avez vu, demandez même à nos mamans, ce n'est pas à nous. Ici, je pense qu'il y a crème intellectuelle, les gens peuvent réfléchir pour les raisonnements, mais demandez même à la cité. Quand le chef de l'État, est-ce que vous pensez que dans ces pays ici, sur le président de la République, le Congo a commencé avec le président Tshisekedi? Le président Kabila a à peine d'être chef de l'État. Vous avez vu comment le comportement de l'Assemblée nationale. Vous avez vu trop de bagarres à l'Assemblée nationale à l'époque du président de l'Assemblée, Bouchab et consorts. Moi, je pense qu'il y a crise. Et je confirme qu'il y a crise. S'il n'y avait pas crise, le président de la République, comme c'est un homme qui est responsable de ses paroles, quand il parle, il doit toujours appliquer un effort pour réaliser. Et là, il a parlé avec le leader de FCC plusieurs fois. Et là, il a parlé, si mon ami devrait être sincère, il allait vous dire. Mais il a parlé plusieurs fois. Est-ce que la voix est royale? Je pose la question, parce qu'à entendre Jean-Pierre Bélessi, ça ne respecte ni le cadre institutionnel, moins encore la Constitution. Quand il s'agit, moi, vous savez, cette histoire de constitution qui a été taillée par mesure, vous comprenez, qui pose problème aujourd'hui à nos amis de FCC, qui voulaient toujours donner tous les pouvoirs au président de la République. Je pense que le président de la République, comme garant des bons fonctionnements des institutions, le pouvoir qu'il a par rapport à la Constitution, qui lui a été légué par la Constitution, le cadre est viable. Que le président de la République peut recevoir des artères, toutes les couches discutées pour le Congo. Nous parlons des Congo. Le président de la République ne parle pas autre chose. C'est pour le Congo. Est-ce qu'en recevant société civile, le président de la République n'a pas écouté quelque chose? En recevant Jean-Pierre Mbemba, et puis le président de la République n'a pas écouté quelque chose? Le corps pastoral, le président de la République n'a pas eu à avoir quelque chose? Le pays ne marche pas avec nos amis d'FCC. Nos amis d'FCC ne sont pas sincères. Ils vous parlent maintenant, mais ce qu'ils font en cachette, c'est autre chose. Il est temps de se séparer avec FCC. L'acte et les dires, c'est différent. Moi, je vous dis, je suis tellement clair et sincère. Nous, à l'UDPS, on ne veut pas marcher avec FCC. Ça, c'était les conséquences du parcours. Parce qu'on avait voulu donner à l'Afrique que dans un pays où il y a le président sortant, le président entrant, et tous vivent dans leur pays. Mais cet exercice, nos amis ne voulaient pas que le Congo puisse décoller, donner minimum de vie aux paisibles citoyens qui ont tant souffert, les enseignants, dont les assemblées s'est succédé, laisser toujours les enseignants en bas d'échelle. Dans la gratuité, c'est le FCC qui bloque. Mais ça existait dans la Constitution. Quand on parle de violation de la Constitution, comment vous n'avez pas appliqué tous les articles de la Constitution? Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui avait demandé que cet article soit inséré. Il n'y avait pas la volonté. Le problème dès lors de Kabila, c'est quoi? C'est manque de la volonté. Manque de la volonté. C'est pour cela que vous avez vu que plusieurs fois, il s'est rencontré avec le président de la République. La position que le président a prise aujourd'hui, c'est la position des Congolais. Il a écouté la base. Il a écouté la population. Il faut toujours, le président doit être toujours à l'écoute. Parce que vous gérez toujours une oreille vous gérez la population. Quand vous gérez la population, des irritants de la population, vous avez à en tenir compte. Ce n'est pas aller à Kingakati. Kingakati, c'est où? Aller se réfugier pour traiter des Congo. Et là-bas, il y a aussi certaines tribus. C'est quoi ça, cette histoire? C'est pour cela que nous disons, les chefs de l'État, nous encourageons pour qu'il puisse aboutir et les Congolais lui donnent la chance, parce que c'est notre patrie. Le Congo, c'est notre pays. Jean-Claude Mwena, Maître Nico Maïngele, porte-parole de l'AMUCA, de l'actuel coordonnateur de l'AMUCA. Quelle est votre position? Où va-t-on avec cette consultation? Qu'est-ce que la population congolaise peut s'attendre de ces discussions? Puisque un acteur majeur qui ne prend pas part à cette discussion. Merci beaucoup, mon très cher Lionel. Je tiens avant tout à présenter, en fait, à saluer mes co-débatteurs autour de ces plateaux. Je vis mon frère Jean-Claude de l'UDPS parler avec beaucoup de difficultés. Je vis mon ami, mon frère
Maître Jean-Pierre, si je ne m'abuse pas. Et puis Jean-Pierre Bellessi. Du PPRD, lui aussi. Et mon frère Maître Patrick. Et je vais essayer un peu de rencontrer les uns et les autres. Vous savez, mon très cher Lionel, il faut très bien poser les diagnostics lorsqu'il y a un problème. Lorsque vous avez une difficulté d'approche, vous n'allez pas aboutir à une très bonne analyse. Ici, les problèmes qui se posent, c'est lesquels? Maître Jean-Pierre a parlé de nomination. Je préfère en parler au pluriel. Des nominations à la Cour constitutionnelle. Oui. Le confrère Patrick est revenu sur la CENI en fustigeant le fait que, en fustigeant les passages en force de Malonda à la tête de la CENI. Et mon ami Jean-Claude, lui, pense qu'il y avait un accord à Kingakati, sans les citer, et qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine de continuer avec M. Kabila. Donc, pris une globe, ces interventions, vous constaterez qu'il y a un problème. Les problèmes, c'est lesquels? Les problèmes, c'est que nous avions connu des élections qui ont été décriées, à l'issue desquelles il y a eu un monsieur, M. Félix-Antoine Tshilombo, c'est ça la problématique, c'est ça les fondements. Un monsieur qui n'avait pas gagné les élections. Il est là sur base d'un accord confidentiel, dénoncé aujourd'hui par le journal Le Monde. Je vous cite la source. Le journal Le Monde vous dit: M. Tshilombo est arrivé au pouvoir à la suite d'un accord confidentiel à l'issue des élections pacifiques mais manipulées. Qui a manipulé les élections? C'est M. Kabila qui avait les manettes du pouvoir à l'époque. Il a manipulé la CENI. Ne nous voilons pas la face. À l'aube de la publication des élections, il y a eu des interventions. Il y a eu des observateurs. Il y a eu l'Église catholique qui n'avait pas sa langue dans la poche, au travers de son cardinal, Mbongo, qui avait dit que le fait d'avoir proclamé M. Tshilombo comme président élu constitue un mensonge spectaculaire. S'il vous plaît, quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par voie des deals ne peut pas gérer sur base de la Constitution. Vous en êtes sûr? C'est une fausse lecture que Maître Jean-Pierre a faite. Ici, d'un deal, il ne faut pas lui opposer la Constitution. Voilà les nœuds de la crise. C'est la nomination de 3 juges. C'est le contrôle de la Cour constitutionnelle. Et même vous avez dit, dans son audio, que Kabila aurait 5 juges. M. Tshilombo cherche à contrôler la Cour. C'est les nœuds du problème. Cette crise, c'est dû à... Vous les avez laissés parler. Laissez-moi évoluer. Et puis chaque fois que tu veux me relancer pour me couper les fonds d'idées, pour comprendre, et ça c'est un jeu oui, que tu fais pour le compte de Kingakati. Alors laissez-moi évoluer. La problématique est celle-là. Puisque Maître Patrick a fustigé le passage en force à la tête de la CENI, les Kamalonda. Mais il n'a pas fustigé, pour être concret, pour être neutre et juste, il n'a pas fustigé le passage en force des 3 juges à la Cour constitutionnelle. Il n'a pas fustigé cela. Moi, je vous dis, si le 23 octobre, si les FCC avaient répondu présent à l'invitation de M. Tshilombo lors des prestations de serment des 3 juges constitutionnels, si Mabunda était là, si Alexis était là, si ces nominations étaient acceptées au niveau du CACH, en fait, au niveau du FCC, il n'y aurait pas les consultations aujourd'hui. Mais c'est cela la vérité. Puisqu'il a été coincé, puisque le monsieur a signé un deal, a signé les accords, dénoncé aussi par Kabila. Un taiseux, quelqu'un qui ne parlait pas, mais il nous a dit qu'il y a eu un deal, il y a eu un accord. Lui-même, Fachi avait reconnu ça à Nairobi, qu'il y avait un deal, mais qu'il prenne le courage de publier. Mais l'accord, c'est pour sauver le pays? Non, c'est faux. C'est pour sauver le pays. Oui. Faux. On vous parle des accords de coalition, c'est faux. Il y a eu un accord de passation de pouvoir, un accord sur base duquel le vote que le peuple avait confié à Fayoulou a lité vers M. Tshilombo. Comment peut-on signer un accord de coalition avant la proclamation des résultats? C'est un accord du vol électoral. Ce qu'on a fait après, c'était Kabound et M. Néhémie. C'était un accord, sur le partage des responsabilités.
Mais l'accord dont parle Kabila, l'accord dont parle Le Monde, le journal, je vous donne la source. C'est pas Jeune Afrique. Même Jeune Afrique. Le Monde aussi a publié. Jeune Afrique a publié, Le Monde a publié. J'ai toutes les références dans mes banques de données. C'est l'accord entre FCC et C'est l'accord entre Kabila et Tshilombo. Le perdant est donné gagnant. Les gagnants est passé perdant. Maintenant, aux yeux de Kabila, Félix n'est pas un président élu. Aux yeux de Kabila, même du FCC, Félix est un président nommé. Raison pour laquelle tous les actes que Félix allait poser posent problème. Je vous cite les cas des ordonnances nommées à la SNCC et à la GKM. Si le pays était géré par une constitution, pourquoi ça a mis plus d'une année? Parce que ça a violé l'accord. Et le pays est bloqué. Et les gens du FCC nous disent, crûment, en nous regardant droit aux yeux, ces ordonnances violent l'accord, il ne peut pas nommer à la GKM, il ne peut pas nommer à la SNCC. Ils vont bloquer ça. Un petit ministre du portefeuille bloque les actes du chef de l'État. Et on les laisse une année après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici la Constitution ne joue pas. La Constitution est inopérante. Voilà pourquoi mon ami maître Jean-Pierre, si le pays était géré par la Constitution, quand le chef de l'État viole la Constitution, il y a des instances. Mais ici, il y a une autocensure. Le PPRD s'érige en juge constitutionnel et constate mutu proprio, donc à titre personnel, les violations commises par M. Tshilombo et les sanctions. C'est pourquoi vous avez vu, ils vont boycotter la cérémonie des prestations de serment, puisqu'ils se comportent en juge constitutionnel. Il nous a dit ça sur ce plateau, mais ces actes violent la Constitution. Mais il y a une instance dans une république normale pour constater les violations s'il y a. Donc vous avez les PPRD qui considèrent... Mais il y a déjà des plaintes déposées par les sénateurs du FCC. Oui, des plaintes déposées par des sénateurs du FCC pour dénoncer ces différentes violations. Donc, ils ont saisi les instances compétentes. S'il vous plaît. C'est pendant une période suspecte. Ici, violation il y a. Ça a commencé à la nomination. C'est moi qui l'ai démontré. Nico Maïngele. Ils sont complices. Moi, je ne refuse pas. Nico Maïngele. Je ne refuse pas. Pourquoi pas à ce stade féliciter le chef de l'État qui s'est ressaisi après 2 ans, en tournoyant, on était stagnant, et il s'est dit, bon, je vais créer une union sacrée. Pourquoi pas féliciter le chef de l'État, le fait de se ressaisir? Mais cette question, c'est une provocation. Féliciter quelqu'un que je ne connais pas, avoir été élu, s'il vous plaît, monsieur. Il faut m'y regarder droit aux yeux. J'étais avec Franck Diongo, je lui ai dit qu'il est sur une très mauvaise direction. J'ai démissionné comme secrétaire du MLP à l'époque. Franck Diongo était en prison, j'ai géré les partis pendant 3 ans. Mais au sortir de la prison, je lui ai dit, tu es sur une fausse direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas admettre sur ce plateau une chose que j'ai toujours combattue. Félix n'a jamais été élu. On va vous en parler en quelle langue? Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Kabila vous dit, s'il vous plaît, Chadar, il vous dit, s'il parvenait à dissoudre l'Assemblée, puisque mon ami a parlé de la dissolution, il a parlé du divorce avec FCC, mais s'il parvenait à dissoudre, c'est le discours de Chadar, c'est la fin du régime, le même soir. Et le procureur est là, il les regarde. Un autre jour, Chadar nous a dit, si on touchait à Yuma, on va paralyser le pays. On va paralyser les pays. Il est là, on le regarde. Et vous vous dites que nous sommes dans une république normale. S'il vous plaît, mon cher Léonel, tu es encore jeune. Félix doit dénoncer les deals. Il doit renoncer à l'accord secret. Il doit dire au peuple, avant toute consultation, je n'avais pas gagné, j'avais été battu en brèche par Fayoulou, j'ai fait un deal secret, je suis bloqué. Il nous a dit, ça fait 2 ans, ça ne marche pas, on me bloque. Il a listé une litanie de domaines où il est bloqué. Mais quand il convoque les consultations, là, il n'est pas bloqué. Personne ne le bloque pour convoquer les consultations. Quand il s'agit de voler l'argent... Mais ces consultations, Maître Nico, pour vous dire quoi? Pour vous dire que Félix est en train de nous mentir en nous regardant droit aux yeux. Quand il a lancé ça, en suivant votre logique, on l'a pas bloqué. Quand on a vidé les réserves d'échange, on ne l'a pas bloqué. Donc c'est un aveu d'incompétence, c'est un aveu de culpabilité, c'est un aveu d'échec
Et il veut embarquer tout le monde dans un bateau titanique. Mais c'est à vous de sauver le pays. Ensemble. Le fait de convoquer ces consultations semble être un aveu pour tendre la main. Il y a des invitations, on apprend, qui ont été lancées à Fayoulou et consorts. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Félix est dans une position de quelqu'un qui est considéré comme un malade, il souffre, il doit se faire consulter par un médecin. Un malade ne consulte pas les gens normaux. C'est lui le problème en d'autres termes. Il ne peut pas être jugé parti. Comment pouvez-vous que la crise de légitimité soit résolue autour des consultations? Encore que sur le plan juridique. Quelle est la force juridique des avis obtenir et écrire au cours d'une consultation? C'est à prendre ou à laisser. Donc ici, nous disons, s'il vous plaît, que M. Félix, tu es notre frère. Tu es dans une situation comme de quelqu'un qui était Nanda Koyanganga, qui va pêcher au pouvoir, va pêcher au tapis rouge, va pêcher aux conditions. Maintenant, il ne parvient pas à respecter les conditions, il crie au secours. On en venait autour d'une union nationale. Union sacrée. Non, s'il vous plaît, mais si on ne peut pas se moquer d'un peuple dont on a volé la victoire électorale. Merci beaucoup, Nico Maïngele. Je redonne la parole à Jean-Pierre Bellessi. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité de reconfigurer la majorité parlementaire? Parce qu'aujourd'hui, ça semble être bloqué entre les alliés en coalition. Lorsqu'on voit de l'autre côté, c'est les FCC qui est majoritaire. Alors le chef de l'État veut reconfigurer la majorité. Est-ce qu'il y a possibilité de reconfigurer la majorité parlementaire? Merci bien pour votre question, mais avant de répondre concrètement à votre question, je voudrais rencontrer mes amis qui ont quand même dit des choses graves sur ce plateau. Je ne peux pas imaginer ce que j'ai entendu sur ce plateau. Vous avez posé à notre ami de l'UDPS, n'est-ce pas? Où se situe la crise? La crise se situe à quel niveau? Parce qu'il parle de la crise. Il est incapable de vous répondre sur cette question-là. Il est en train de divaguer pour rien. Nous avons dit que actuellement, il n'y a pas un blocage quelconque. Le blocage qu'il y a, c'est un blocage qui est entretenu par les caches. Parce que, je vous ai démontré ici, la politique de la nation, elle est définie en concertation avec le gouvernement. Et la loi budgétaire, le budget de la République, a été voté, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, approuvé, voté par l'Assemblée nationale. Parce que c'est l'outil qui permet à un gouvernement de fonctionner normalement. Parce que je vous ai dit ici, la crise dont on parle de la Constitution, c'est au niveau, c'est entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais actuellement, là, cette histoire-là n'existait pas, mon ami. J'y reviens encore pour dire... Jean-Pierre Bellessi, pourquoi ne croyez-vous pas... S'il te plaît, je vous laisse parler. Non, pourquoi ne croyez-vous pas à cette crise alors que vous, les Francs communs pour le Congo, vous voudriez supplanter l'accord au-dessus de la Constitution? Pas du tout, pas du tout, ce n'est pas ça. Mais je pense que je vais y revenir. Notre ami ici de l'UDPS, il nous traite d'hypocrites. Et pourtant, nous par contre, nous avons justement remarqué dans les chefs de nos amis du cash une hypocrisie outrancière. Et c'est grave, mon ami. Parce que je vous ai dit, lorsqu'on parle de choses qui marchent, Fatih Béton, c'est ce qu'ils disent. Le programme de la gratuité de l'enseignement, là, on ne l'a pas bloqué. Est-ce qu'il peut nous dire, le ministre qui pilote ce programme-là, il sort de quelle famille politique? Est-ce qu'il est capable de nous le dire? M. Willy Bakonga, il n'est pas quelqu'un du FCC. Si ça marche bien, vous dites Fatih Béton. Si ça bloque, vous dites c'est le FCC qui vous bloque. Ça, c'est de l'hypocrisie, mon ami. Et nous avons compris que c'était une stratégie de diabolisation du FCC. Et ça ne marchera pas. Parce que nous sommes entrés, mon cher ami, dans cette coalition de bonne foi. De bonne foi. Mais malheureusement, nos amis du cash nous démontrent le contraire. Et nous allons tirer tout les comptes. Je vous ai dit ici que le président de la République nous laisse dans une ambiguïté, dans un flou total. Il pouvait dire que, mesdames et messieurs, je constate par ailleurs que la coalition ne marche pas, entre dans la cohabitation, gérer le gouvernement, et moi je suis le président de la République. Ça s'est fait sous d'autres cieux. Et c'est faisable. Si, mon ami, si nous avons fait aussi des concessions importantissimes, parce que du point de vue numérique, n'est-ce pas, le FCC seul pouvait constituer le gouvernement. Mais si nous avons fait des concessions, c'est au nom de cette coalition. Mais pourquoi aujourd'hui, ils veulent créer cette démarcation-là? Si les choses marchent, on dit oui,
Fatih Béton et ça marche normalement. Jean-Pierre Bellessi. Je reviens. Jean-Pierre Bellessi. Je reviens. Pourquoi Non. vous prononcez en premier pour la cohabitation? Non, ça, c'est la deuxième ou troisième fois que le Front commun pour le Congo fasse une déclaration officielle pour la cohabitation. Parce que nous ne voyons pas là où il y a crise, mon ami. Il n'y en a pas. Donc, je vous ai dit ici, c'est une crise artificielle. Je reviens par rapport à ce que notre frère maître, il s'appelle qui? Patrick. Maître Patrick Tamboué. Donc Patrick Tamboué, il n'y a pas eu passage en force, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a le rôle, ou soit la mission, d'élire un président de la CENI. Cette question-là a été traitée entre les confessions religieuses. Et ce sont les confessions religieuses qui ont fait un vote. Et le rôle de l'Assemblée nationale, c'était d'entériner. Entériner, c'est-à-dire approuver. C'est-à-dire accepter tout simplement. On vous amène des PV et puis vous l'approuvez. C'est ça le rôle. Les choses ont été faites en amont. N'est-ce pas? C'est-à-dire les choix ont été faits. Parce qu'aujourd'hui, on parle des réformes de la CENI. Nous ne sommes pas contre les réformes. Parce que les réformes tendent toujours à améliorer les choses. Nous ne sommes pas contre. Vous voulez que ça passe par l'Assemblée nationale? Mais bien sûr, vous êtes plus majoritaire pour influencer, parce que, mon ami, n'est-ce pas, les réformes doivent se faire à l'Assemblée nationale. C'est le cadre approprié. On ne peut pas sortir. Qui est dominé par les députés FCC? Ce n'est pas un problème, mon cher ami. Qui peuvent influencer. Parce que lorsqu'on parle des réformes, on vise beaucoup plus la loi électorale et le système électoral. Ce sont là des choses qu'on a tendance à réviser. Parce que même la loi de 2013, n'est-ce pas, sur la CENI, avait fait des innovations importantes. Notamment lorsque, par exemple, on crée, n'est-ce pas, une assemblée plénière. Parce qu'on n'a pas voulu donner tout le pouvoir, justement, au président de la CENI. Parce qu'avant qu'il y ait une décision au sein de la CENI, il faut que les 9 membres, n'est-ce pas, les 13 membres qui constituent l'Assemblée plénière puissent donner, n'est-ce pas, un avis favorable. Et on a créé ce qu'on appelle les modes de décision, justement, les consensus au sein de la CENI. Donc, ce sont nous ne sommes pas contre les réformes. Alors, rapidement, vous répondez à la question. Est-ce qu'il est possible de réconfigurer la majorité au niveau du Parlement? Je ne vois pas par quel mécanisme. Je ne vois pas. C'est pourquoi nous constatons, je vous ai dit ici, que le président nous a laissé dans un suspense. Vous voyez, dans un suspense total. Il tente son coup. Vous voyez, c'est un coup qui tente. C'est-à-dire vouloir débaucher, n'est-ce pas, au sein du FCC. C'est ça sa logique. Il pouvait nous dire, mesdames et messieurs, je ne veux plus de la coalition. Mais il dit, attendons voir. Je vais consulter. Bon, consulter pour quel but? Mais les débauchages remettent de vieilles habitudes. Non, mon cher ami. Lorsque vous aviez débauché Bruno Tshibala, vous avez fait des candidats UDPS. La seule possibilité, je termine par là si vous voulez bien, ou soit si j'ai encore beaucoup de pages, je vais continuer. Vous terminez par là. Oui, la seule possibilité pour créer une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ça. Et pourtant, il y a des conditionnalités, je vous ai dit ici, pour y parvenir. Surtout aujourd'hui, mon cher ami. Surtout aujourd'hui, on nous parle d'un état de droit, mon ami. Et l'état de droit, c'est le respect des textes. Merci Parce beaucoup. que l'état de droit se résume, n'est-ce pas, en un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Donc il n'y a personne, mon cher ami, qui peut se mettre au-dessus de la loi. Nous tous, nous devons être au-dessous de la loi. C'est ce qui est important. Lorsqu'un individu veut, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, tout un pays en otage pour dire, il a évoqué une disposition constitutionnelle, c'est l'article 69 de la Constitution. Il est le garant des bonnes fonctions de décision, mon cher ami. Mais être le garant des bonnes fonctions de décision, ça veut dire que vous êtes là pour réguler, n'est-ce pas, les bonnes fonctions de décision. Un arbitre ne joue pas. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bellessi. Un arbitre, son rôle, c'est de réguler le jeu pour que ça se passe bien. Mais nous constatons par ailleurs que le président veut jouer, veut être un acteur, et puis il vient empiéter sur les institutions, d'autres institutions. Parce que vous avez évoqué un élément important, j'ai terminé par là, mon ami. Vous allez chuter. Oui, on parle de la violation de la Constitution. Est-ce qu'on peut nous dire que la manière dont, parce qu'on s'attend beaucoup aux conséquences, hein, où le président de l'Assemblée nationale n'était pas là, où le président du Sénat n'était pas là, parce que ce sont les conséquences. En amont, qu'est-ce qu'il y a eu? On vous dit que lorsqu'on veut faire les renouvellements, n'est-ce pas, au sein de la Cour constitutionnelle, voici la procédure
les 1 tiers. Et les 1 tiers, c'est justement, c'est parmi les 3 composantes. Parce qu'au sein de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, il y a 3 composantes qui, n'est-ce pas, envoient les juges, n'est-ce pas, au sein de cette Cour. Et mais lorsqu'on veut faire un renouvellement, n'est-ce pas, il faut prendre, n'est-ce pas, chaque juge dans chacune des composantes. Mais lorsque le président prend 2 juges dans une seule composante, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, vous dites que le président a respecté la Merci constitution. beaucoup Jean-Pierre Belessi. Bien que vous n'aviez pas voulu vous prononcer sur les débauchages. Je termine, pardon, je termine. Oui. Le fait d'être en coalition, cela ne veut pas dire que même si le président viole la constitution, le FCC va applaudir. Pas du tout. S'il y a des choses qu'il faut que nous puissions dénoncer, nous allons le faire étant en coalition. C'est ça, mon ami. Le président nous amène dans une diversion pour rien. Et pourtant, nous voulons justement que les questions essentielles de la population, mon ami, soient solutionnées. C'est ça, parce que ce peuple-là qui nous regarde a besoin de l'eau, de l'électricité, a besoin de, n'est-ce pas, des choses sociales. C'est ce qu'ils n'ont pas eu pendant 18 ans. Non, non, pas du tout. Oui. Ils n'ont pas eu pendant 18 ans. Si vous voulez que je réponde à cette question, je reviendrai vers non, pardon. Jean-Pierre Belessi. Parce que chaque fois vous évoquez. Je reviendrai vers vous. Si vous voulez. Je reviendrai vers vous. Si vous voulez qu'on fasse un débat, n'est-ce pas, sur le bilan, n'est-ce pas, du président. On en fera plus tard. On en fera plus tard. Merci beaucoup. Jean-Pierre Belessi est disponible pour faire ces débats-là. Et je vais vous démontrer, preuve à l'appui, là où on a pris les pays, et là où nous avons déposé les... Merci beaucoup. C'est très important. Merci beaucoup. Parce que j'entends ce langage-là, et je pense qu'il faut... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Pierre Belessi. Mon ami, le respect des engagements. Pardon. Merci beaucoup. Le respect des engagements. Merci beaucoup. Je vous ai accordé, vous avez assez de temps. Nous avons donné 5 ans au Palou parce que nous avons signé un accord avec les Palous. AMP, vous savez l'histoire de l'AMP, Alliance pour la majorité présidentielle. Un homme d'État, on le reconnaît par le respect de ses engagements, par le respect de sa parole. C'est ça ce que nous voulons. Il faut aussi respecter le temps de la parole qu'on vous accorde également. Merci bien. Merci beaucoup. Je pense que je vais y aller. Patrick Tamboué, est-ce qu'il y a possibilité de reconfigurer la majorité au niveau du Parlement? Écoutez, c'est une question, moi, qui me mettrait très mal à l'aise d'en parler. D'en parler, mais par contre, avant d'en arriver là, il m'a été dit, je pense, par M. Ngele, que je ne me suis pas prononcé sur la question des juges constitutionnels. Comme vient de le dire M. Belessi, les juges viennent de 3 pouvoirs représentés. On en a 9. L'exécutif par le président de la République. On désigne 3. Le judiciaire par l'entremise du Conseil supérieur de la magistrature. On désigne 3. Et le Parlement en désigne 3. D'où sont venus les 3 juges qui ont prêté serment? Il faut être sincère et logique. On a eu le président Benoît Luamba qui a démissionné, qui était du quota du président de la République. Le président de la République a pourvu à son remplacement, n'est-ce pas? Il y a eu 2 autres juges, Ouboulou et Kilomba, qui provenaient du Conseil supérieur de la magistrature, que le Conseil a rappelé et a affecté ailleurs. Ces juges-là, il leur a été reconnu certains méfaits dans la gestion du contentieux électoral. Ces pratiques comment ça s'est appelé? Invalidation, révalidation, tout ce désordre-là avec ces chambres spéciales, ils ont brillé dans cela. Et ils appartiennent à un corps qui a traité la question de ces juges et les a réaffectés ailleurs, en a fait la proposition au chef de l'État. Voici, vous vous rappellerez, que c'est l'Assemblée générale. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu ces avis-là. Ce n'est pas le Conseil supérieur, mais c'est l'Assemblée générale. Vous aviez assez parlé. Je voudrais préciser ça. S'il vous plaît, vous aurez le temps, le journaliste règle la répartition. Non, je vous mets justement... Je peux vraiment m'étendre sur cela aussi, hein, si vous voulez. Alors, continuez, maître Patrick Tamboué. Oui, j'étais en train d'expliquer, parce qu'il faut que ce soit clair dans la tête de chacun. Vous vous rappellerez que lorsqu'il y a eu trop de boucans, il y a eu des députés invalidés qui passaient nuit au niveau de la Cour. Au niveau de la Cour, c'était quand même gravissime de voir ce genre de choses brosser les dents devant la Cour le matin. Le président a fait venir Benoît Luamba pour lui demander, voici, il y avait des révélations sur des pratiques reprochées à ces 2 juges.
ça pourrait ressembler à une sanction, le fait qu'on les ait envoyés au Conseil d'État, je pense. Les deux ont été envoyés au Conseil d'État. Ils ont, enfin, en tout cas, ils ont cassation. Ils ont accepté, ils ont pris part aux séances de simulation de la prestation de serment. Ils ont réceptionné leur tenue pour la cérémonie. Et c'est la veille, quand ils rentrent, et étant déjà programmés pour la cérémonie, ils reçoivent des coups de fil. Et ils retournent au Kazakh, et on veut nous faire croire maintenant, on va chercher là-bas, il y a eu ceci et cela. Non, moi je vais mettre logique. Si on me disait que le chef de l'État est allé puiser dans un quota qui n'est pas le sien, et qu'il n'existe aucun acte provenant du Conseil supérieur de la magistrature proposant des juges qui viennent de leur quota, là il y a un problème. Si le chef de l'État avait pris dans le quota du Parlement sans que cela n'ait désigné, là il y a un problème. Il n'a pas remplacé un juge autre que celui qui était de son quota, autre que celui qui ne lui ait pas été présenté par le quota du Conseil supérieur de la magistrature. S'agissant des autres questions, j'aurais bien voulu qu'on reparle des élections du 30 décembre 2018. Moi j'ai été observateur. La CIMOCEL que je coordonne aujourd'hui a déployé 20 000 observateurs. Le président Martin Fayulu, que je connais bien et qui me connaît bien, on a eu plus d'une fois à le rencontrer dans le cadre du processus électoral. Et la CINCO aussi a déployé 40 000 observateurs. Je ne voudrais pas rentrer dans les débats sur la vérité des urnes. Non seulement sur la vérité des urnes, ni même comment se passe une observation électorale. Elle se passe en binôme. Si vous prenez les 40 000 observateurs de la CINCO et les 20 000 de la CIMOCEL, ça vous fait 60 000. Si vous devez les diviser par 2, parce que nous observons en binôme, c'est ça qui a été fait en binôme, c'est-à-dire 2 à 2 par centre ou bureau de vote, il serait difficile de couvrir 73 000 bureaux de vote, même la moitié. Ça va être difficile. Vous aurez 30 000 au moins de couverture. Et vous savez que le cardinal s'est basé sur une théorie d'extrapolation. Personne ne peut prétendre, en dehors de la CENI, donc M. Nanga et son équipe, avoir les données vérifiables. Nous savons aussi, ça fait partie des choses que nous fustigeons ici aussi. Donc le combat de la Mouka est une diversion? Moi je n'emploie pas des mots aussi forts. Je ne dirais pas que c'est une diversion. On est en démocratie, chacun a des revendications. Du moment qu'elles sont fondées, il y a lieu de s'y pencher. Nous sommes tous Congolais. Nous cherchons à faire émerger notre pays. Le pas qui a été réalisé lors de décembre 2018 et de janvier 2019 est un grand pas dans la marche vers l'alternance. Alors, Maître Patrice, revenons sur les consultations. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a possibilité de reconfigurer la majorité au niveau du Parlement? Je pense que c'est peut-être une piste. C'est peut-être une piste qu'a le président de la République. Par quel mécanisme? Écoutez, il y en a qui se sont montrés favorables. L'Assemblée nationale est constituée de regroupements politiques. Il y en a de plusieurs sortes. Et chaque regroupement politique, je pense, est libre de porter son choix politique à l'endroit d'un leader ou d'un autre. Donc je ne sais. Mais si le FCC se dit d'avoir plus de 300 députés. Oui. Il y a un audio que nous avons tous entendu de l'ancien président Kabila, où vous sentez qu'il y a quand même un malaise en son sein, où il dit s'il arrivait que cette majorité que nous avons du FCC, nous arrivions à la perdre, sachez, il a même dit, ce à quoi devraient s'attendre ces mêmes députés. Il présage même une dissolution une fois le gouvernement d'union nationale créé, et puis on va mettre les députés à la maison parce que ça coûte, c'est budgétivore et tout ça, donc sachez, il l'a dit. Donc, même lui... Mais je demande par quel mécanisme, oui, parce que si, déjà, le FCC de Kabila seul a plus de 300 députés, et comment Félix peut se faire une bonne santé au niveau du Parlement? Écoutez, moi je ne suis pas ici en tant qu'analyste politique, je suis en train de dire que nous allons poser des problèmes de réforme. Et je vous répète ce que
moi ou nous avons dit au chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a évoqué l'article 69 de la Constitution, il lui appartient d'apprécier la mesure à prendre qui soit de l'ordre de sauver l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça. Voilà. Pendant que nous parlons, il y a des Congolais qui meurent à l'est du pays. Pendant que nous parlons, il y a des élèves, après plusieurs mois de cours, qui n'étudient pas. Il y a des personnes qui meurent de faim. À cause du FCC? Je ne dirais pas à cause du FCC, à cause du malaise dans la gestion de l'État. Merci beaucoup Patrick Taboué, coordonnateur de la Simoncelle. Jean-Claude Moïna. Est-ce qu'il est possible à Félix Tshisekedi de se refaire une bonne santé au niveau du Parlement? Pourquoi pas? Par quel mécanisme? Moi, je pense que c'est facile. Je ne peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas encore être dit. Il y a certaines questions purement, c'est ce que je dis, il y a des questions purement politiques que je ne peux pas dire ici, mais sauf que je vais essayer un peu de rencontrer mon ami de FCC en face de moi, qui a eu à parler des débauchages, qui a eu à parler de ce que le président veut faire, tout ça, l'audio que nous avons tous eu sur les réseaux sociaux, Jeune Afrique aussi, par rapport à ce qui a été dit à Kingakati. La politique de débouchage, mon cher ami, ce n'est pas la politique de l'UDPS. L'UDPS forme des politiciens. L'UDPS ne débouche pas. Nous formons, c'est le PPRD qui fait toujours où FCC déboucher le membre de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Tchibala, j'avais vu Tchibala Kingakati, mais il n'est pas né au FCC. J'avais vu le cadre de l'UDPS qui a été formé par Étienne Tshisekedi, parce que Kabila n'a jamais formé la classe politique au Congo. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il y a des billets qui circulent par les cas pour le changement, pour débaucher, prendre les députés du FCC, le ramener de leur côté pour se faire une bonne santé. Vous savez, quand nous parlons de débouchage, les députés et consorts, c'est comme si les députés, ce sont des garçons de course, dont leur intelligence sont bornées quelque part, ou bien au service peut-être de Kingakati, ou bien au service d'un individu, d'un parti politique. Non, c'est un homme d'État, un homme indépendant, il peut réfléchir, regarder aussi son pays. S'il s'agit du pays, il s'agit de la population. Parce que les députés viennent d'où? C'est à la population. C'est une dette. Il a un quota auprès de la population, aller les représenter. Et non d'aller représenter Kabila. Et non d'aller représenter Tshisekedi. Vous comprenez? Je n'ai jamais vu un député qui dit « Je suis venu ici, vous m'envoyez d'aller représenter Kabila à l'Assemblée nationale. » Ni PPRD, ni le parti de mon ami Kokonyangi. Vous comprenez? Vous comprenez? Je l'aime beaucoup parce que lui a voulu être général à l'époque. Bon. Quand mon ami a parlé de juges et consorts, moi je pense que rentrer un peu lors de mise en place à l'armée, vous avez vu le comportement de nos amis de FCC. Je ne sais pas, moi je me demandais. Il s'agit de l'armée. Le président de la République, c'est un civil. Mais par rapport à la Constitution, il est commandant suprême des forces armées. Mais c'est un civil. Mais comment nos amis de PPRD et FCC veulent toujours s'ingérer? Il faut qu'il y ait une consultation avant de nommer les généraux, mise en place des armées, tout ça. Ça a commencé. Je ne sais pas s'il y avait les personnalités politiques des PP et FCC qui voulaient devenir généraux. C'est l'accord. Vous comprenez? Je ne sais pas. Quand mon ami parle, qui est à ma droite de la Moga, que j'aime beaucoup, maître que j'aime beaucoup, maître Nico, il n'y a pas un accord entre le président de la République et Joseph Kabila. Ça, je vous confirme aujourd'hui. Je vous confirme aujourd'hui, il n'y en a pas. Kabila l'a dit via Jeune Afrique. Moi, j'ai dit qu'il y a un accord qui a été conclu entre les deux personnalités en présence de trois présidents africains. Quel est l'accord? Il y a l'accord peut être écrit, peut être verbal. Je peux venir chez vous, parler avec vous verbalement, mon ami. Nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça. Le problème, c'est quoi? L'exercice par lequel nous avons accepté de collaborer avec nos amis d'FCC, c'était quelque chose de nouveau en Afrique. C'était juste pour voir, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème en Afrique. Le président africain ne veut pas quitter le pouvoir. Pourquoi?
en quittant le pouvoir, je serai poursuivi demain, ces pays et consorts. Mais nous voulons donner quand même l'exemple. Dans notre pays, au Congo, il y a le président sortant, il y a le président qui vit dans leur pays. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi avoir chambre des sages qui peuvent aussi, qui était le président de la République, aider aussi la population, aider le dirigeant? Voilà, à notre gestion, ce que nous avons fait. Si aujourd'hui on était Mobutu était en vie, et le musée Kabila était en vie, on devrait quand même avoir certaines personnalités qui ont eu à gérer le pays, qui connaissaient les problèmes de la nation. Mais nous, en faisant cela, accepter que le président vit dans son pays, qu'il soit là, sénateur à vie, donner des idées.